Bonjour à tous, vidéo à destination des élèves du lycée Luxembourg de Vesoul. Il s'agit de la suite de la découverte d'une centrale frigorifique en essayant cette fois de mettre en évidence le parcours de l'huile. Alors tout d'abord quelques mots sur le lubrifiant. L'huile permet évidemment de lubrifier la partie mécanique de ces compresseurs alternatifs, donc l'embiellage, les paliers, cylindres, pistons, garniture d'étanchéité si c'était un compresseur ouvert. L'huile permet également d'améliorer l'étanchéité des chambres de compression, à savoir le piston dans le cylindre, et puis accessoirement d'évacuer la chaleur des pièces en mouvement. Commençons par suivre le parcours de l'huile depuis le refoulement des compresseurs, d'où s'échappe un brouillard d'huile mélangé à du fluide frigorigène haute pression, vapeur. On retrouve le collecteur de refoulement qui nous amène directement au séparateur d'huile. Vous aurez compris que le compresseur ne peut pas empêcher une partie de l'huile de s'échapper. C'est donc le rôle du séparateur d'huile que d'empêcher au maximum l'huile de circuler dans toute l'installation. Il est de type traditionnel, on l'appelle également un séparateur d'huile à coalescence, c'est-à-dire que les gouttelettes d'huile ont tendance à se regrouper, à se réunir d'elles-mêmes. Le principe de fonctionnement est assez simple, il y a une réduction de vitesse, un filtre à l'entrée et à la sortie du séparateur, qui font que les gouttes d'huile projetées sur ces filtres se regroupent. Les documents constructeurs précisent que l'efficacité est d'environ 80%. L'huile tombe donc en goutte à goutte au fond du séparateur d'huile où il y a un robinet à pointeau commandé par un flotteur. C'est extrêmement simple. Pour info, il existe des séparateurs d'huile hélicoïdaux dont l'efficacité est dite supérieure aux séparateurs traditionnels. Dans la partie inférieure du séparateur, on aperçoit le flexible pour le départ d'huile. Tout cet ensemble est démontable, ce qui permet de remplacer l'ensemble flotteur. Voilà à quoi ressemble celui que j'ai récupéré et découpé au lycée. On aperçoit donc un filtre sur celui-ci, métallique, les tuyauteries d'entrée et sortie, et dans la partie inférieure, le raccord pour la sortie d'huile et l'ensemble qui est démontable, donnant ainsi accès au flotteur d'huile. On comprend bien que c'est le mouvement du flotteur qui ouvre et ferme le robinet de sortie d'huile. On aperçoit également un aimant qui, pour le coup, a l'air d'avoir bien joué son rôle. L'huile quitte donc le séparateur d'huile par la partie inférieure, arrive par le flexible de droite à un voyant et entre dans le réservoir d'huile par une vanne de service. Nous allons maintenant porter notre attention sur le flexible de gauche. Entre celui-ci et la bouteille d'huile se trouve un clapet différentiel taré. Mais quel est son rôle et pourquoi est-il présent? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque le flotteur du séparateur d'huile se soulève, de l'huile haute pression est injectée dans le réservoir d'huile. On comprend alors avec cette documentation Emerson, sur laquelle j'ai masqué le clapet différentiel, que sans lui, de l'huile haute pression serait injectée à une pression beaucoup trop importante dans les carters des compresseurs qui sont à la BP. Maintenant, avec cet exemple dans lequel on utilise un clapet différentiel de 3,5 bars avec une BP à 2 bars, on obtient une pression d'huile de 5,5 bars. La sortie du clapet différentiel taré est reliée à la BP par l'intermédiaire du collecteur d'aspiration. Je vous laisse le soin de faire pause et puis de vérifier dans la partie supérieure du texte que c'est ce type de clapet que l'on conseille avec les Traxoil. Et puis j'ai laissé volontairement l'image de droite visible sur laquelle on aperçoit un système de retour d'huile haute pression. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter les datasheets Emerson pour les modèles OM3 ou OM4. J'apporte un dernier complément sur les valeurs de tarage de ces clapets différentiels.
Sur la centrale qui nous intéresse, nous sommes donc avec des flotteurs d'huile mécanique. Le clapet différentiel est à 1,4 bar. Et sur la documentation qui est à l'écran, Carly nous précise donc les différentes valeurs avec des clapets différentiels notamment réglables et un fonctionnement avec un fort différentiel de pression de 7 bars pour les installations CO2. On arrive enfin à quitter ce clapet différentiel pour nous retrouver au bas du réservoir d'huile où on aperçoit une vanne d'isolement suivie d'un filtre. Comme l'indique son nom, sa fonction première est de filtrer, mais il peut aussi être déshydrateur. On trouve également une fonction de bypass automatique lorsqu'il est trop encrassé, et donc ça lui permet d'assurer la continuité de la lubrification mécanique du compresseur. Enfin, on peut trouver un aimant permanent à l'entrée du filtre pour assurer le piégeage de toute particule acier. Ces filtres donc sont vraiment indispensables au fonctionnement des régulateurs de niveau d'huile des compresseurs, donc ils les protègent contre des contaminants en tout genre, copeaux métalliques, limailles, oxydes, boue, etc. Le parcours de l'huile touche à sa fin et se poursuit jusqu'à ce tube cuivre qui est fixé sur le châssis de la centrale, sous les compresseurs, et sur lequel, par l'intermédiaire de vannes d'isolement, chaque flotteur de compresseur est alimenté en huile. Le dernier composant que l'huile traverse avant de réintégrer les carters du compresseur, c'est le régulateur de niveau d'huile. Ce type de régulateur mécanique est utilisé pour des systèmes de retour d'huile à basse pression avec un clapet à 1,4 bar. Il est fixé directement sur le carter du compresseur et sur l'autre bride, on aperçoit une pièce transparente qui permet de faire un contrôle visuel du niveau d'huile. Enfin, le fonctionnement de la vanne pointe-au-flotteur est similaire à celui du séparateur d'huile. Je vous propose pour terminer un rapide coup d'œil sur la circulation de l'huile à l'intérieur du compresseur. Les deux éléments principaux sont la pompe à huile et le pressostat différentiel d'huile qui est fixé en haut à droite. Une autopsie rapide du compresseur en commençant par le plus simple, à savoir le bouchon de vidange, sur lequel il y a un aimant qui permet de capter d'éventuelles particules métalliques, et derrière cet ensemble se trouve une crépine qui filtre l'huile avant d'entrer dans la pompe à huile. Ensuite, on enlève juste le petit couvercle de pompe qui tient par 3 vis à 120 degrés. Et derrière, donc, on découvre la pompe qui est une pompe à engrenage. À l'intérieur de la pompe se trouve une pièce en laiton avec un trou excentré. Et à l'arrière de cette pièce en laiton, on aperçoit une rainure en demi-lune, permettant ainsi une rotation angulaire de 180 degrés de la pièce centrale. Il y a un axe qui fait buter pour la rotation angulaire. Le but étant de permettre à la pompe de s'adapter au sens de rotation du vilebrequin. Inutile donc de se préoccuper de l'ordre des phases lorsque l'on relie le moteur électrique. Ici se trouvent les principaux canaux d'aspiration et refoulement du corps de pompe. Contrairement à ce que l'on peut lire parfois, l'huile n'est pas comprimée, ça ne se comprime pas de l'huile, mais elle est maintenue sous pression grâce à un clapet de tarage. Évidemment, le but du jeu étant de lubrifier la partie mécanique du compresseur, le palier est réalisé de sorte que l'huile puisse se diriger de la pompe vers le vilebrequin. Vilebrequin dans lequel est réalisé un canal qui permet d'irriguer la partie mécanique. Enfin, et j'en terminerai là, sachez qu'il existe évidemment donc une différence de pression entre la sortie de cette pompe à huile et le carter qui est à la basse pression, et que cette pression, suivant les fournisseurs, suivant les fabricants de compresseurs, se trouve, notamment d'après Copland, entre 1,05 à 4,2 bar, donc la pression de refoulement de la pompe, supérieure à la pression du carter. Et comme vous pouvez le constater sur le rapport de contrôle que l'on m'a donné, on a une pression de sortie de 6,3 bar avec une BP à 3 bars, ce qui donne une pression de refoulement de 3,3 bars.
La survie mécanique du compresseur va donc dépendre intégralement de ce pressostat différentiel d'huile qui va s'assurer de l'existence d'une différence de pression entre le refoulement de la pompe et le carter qui est à la basse pression. Quel que soit le type de pressostat d'huile, le but est de couper électriquement le compresseur si une différence de pression, une ΔP, ne s'établit pas. Évidemment, les modèles du type ΔP ou ΔP2 sont plus simples à mettre en œuvre que celui qui est à l'image actuellement. Voilà, je vous remercie pour votre visionnage, et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui a vocation à être exhaustif, et je vous invite à consulter des articles, notamment de la RPF, qui sont beaucoup plus précis, le 1013, RPF 1013, 1049, 1019, ou le carnet du frigoriste, par exemple, et éventuellement des documents constructeurs.